Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à la langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Après plus de 13 ans de travaux, le marché de Gisenyi est enfin achevé et son inauguration officielle est prévue donc c'est samedi. Ce vaste marché de 5250 mètres carrés compte 270 portes et peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. La société d'investissement Rubavu, chargée de la construction, a mené à bien un projet qui semblait voué à l'échec. Tous les portes ou les postes ont été pourvus et les nouveaux employés sont pour la plupart d'anciens commerçants de l'ancien marché. La construction du marché des Gisenyi a été relancée à 4 reprises au cours de 13 dernières années. Initialement estimé à 4 milliards de francs rwandais, le coût final a atteint 6 milliards de francs rwandais en raison de surcoûts liés au renforcement des piliers et à la réfection de la toiture. Et puis des experts et analystes chevronnés en diplomatie et politique en Afrique de l'Est affirment que parmi les facteurs qui entravent la communauté est-africaine figure le manque d'unité entre les États membres quant à leur position et leur compréhension des principes fondamentaux qui régissent le bloc, ce qui compromet le développement durable de la dite communauté. Au cours de plus de 25 années d'existence de la communauté de l'Afrique de l'Est, des progrès significatifs ont été accomplis, notamment dans les domaines économiques, comme l'a souligné l'honorable Fatuma Ndangiza, député à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Beaucoup a été fait au sein de la communauté. Lorsqu'on suit les statistiques, surtout en matière économique, en 2025 par exemple, au cours du second semestre, la région avait atteint 4,6 milliards. Les échanges commerciaux autour de 15%. Nous ne sommes pas encore satisfaits car quand on observe cette évolution, nous sommes encore loin de nos objectifs. Car vu les opportunités disponibles dans la région, nous devions atteindre les niveaux européens en ce moment, au moins 60%. Il n'y a donc aucune raison pour que nous n'atteignions pas ces niveaux de développement si et seulement si nous pouvions lever les obstacles sur notre chemin. Cependant, malgré ce progrès, la communauté continue d'être confrontée à des défis, notamment un manque d'harmonie entre ses États membres sur les questions politiques, aggravé par des préoccupations sécuritaires et des relations tendues entre les États partenaires, entre autres problèmes. Il en va de même du fait que certains pays ne parviennent pas à appliquer les principes fondamentaux de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment en ne versant pas les contributions obligatoires, ce qui nuit à son développement. Comme vous le savez certainement, certains pays sont suspendus de l'organisation car ils ne payent pas leurs cotisations. Au niveau de la SADC, des chefs d'État perdent leur droit de parole car le pays n'a pas honoré ses engagements. On peut se demander pourquoi, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous ne ferions pas la même chose. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a des arriérés de plus de 20 millions de dollars. Et à ce jour, le pays n'a payé qu'1 million de dollars. C'est le même cas pour le Burundi et le Soudan du Sud. Comment atteindre nos objectifs avec ces genres de difficultés? Par ailleurs, les analystes qui examinent la conduite de certains États membres de cette communauté face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et ses répercussions sur la région au cours des 30 dernières années, n'hésitent pas à affirmer que certains pays au sein du bloc alimentent, voire soutiennent une idéologie génocidaire. Birababaje cyane ko nyuma y'imyaka 30 y'u Rwanda kuba rwagerageza uko rushoboye ku. Il est malheureux de constater 30 ans après la tragédie vécue par le Rwanda
Certains pays tentent de ramener le Rwanda en 1994 ou avant cette période. Ils encouragent les discours haineux, l'idéologie du génocide. C'est une guerre difficile qui ne peut être arrêtée par la guerre conventionnelle. Il faut changer les mentalités. Selon l'ambassadeur Joseph Nsengimana, homme politique et diplomate chevronné, si cette situation perdure, elle pourrait compromettre la vision de la communauté d'Afrique de l'Est. Si les pays ne reviennent pas à leurs objectifs initiaux, la communauté va disparaître. Le plus grand défi de cette communauté, c'est la désunion ou la division, les alliances des circonstances. Si un pays refuse de mettre en application les décisions de l'organisation, il doit être sanctionné comme prévu dans les textes. Le fonctionnement de la communauté et son orientation générale ont généralement été réexaminés par le président de la République, Paul Kagame, en janvier dernier, suite à l'absence d'harmonisation des décisions prises dans la poursuite d'intérêts particuliers. En tant que communauté de l'Afrique de l'Est, quels étaient nos objectifs au départ? Que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous pour atteindre nos objectifs? Quand va-t-on pouvoir relier les discours et les actions pour que nous puissions atteindre nos objectifs? Je n'ai pas vu ça lors de la dernière réunion. Est-ce que la communauté est-africaine existe ou pas? Et si elle existe, elle a quel objectif? Actuellement, plus de 300 millions de personnes vivent dans les 8 pays qui composent la communauté d'Afrique de l'Est. Les analystes de l'économie et du développement de la région estiment que cette population constitue un marché qui pourrait stimuler la croissance régionale si tous les États membres travaillaient de concert. Et puis à l'approche de la fin de l'année 2025, les établissements d'enseignement supérieur et les universités figurent parmi les secteurs dynamiques en matière d'innovation technologique. Cette dynamique s'inscrit dans la vision du pays de bâtir une économie forte de la promotion du tourisme éducatif. Suivons ce reportage de Jean-Benoît Michel. La plateforme technologique tvetcareerportal.rtb.gov.rw a été mise en place pour connecter environ 120 000 étudiants issus de près de 600 établissements de formation technique et professionnelle, avec plus de 5 000 entreprises privées reparties à travers le pays. À ce jour, la plateforme a déjà mis en relation 2 900 étudiants et 40 entreprises privées. Elle a permis à de nombreuses structures de recruter des employés et des stagiaires qualifiés. Un ancien élève d'Omara Batiesis m'a appelé pour me demander s'il y avait un poste disponible, disant qu'il pouvait faire le même travail que nous. Je lui ai répondu qu'il y en avait un. Il est venu immédiatement et travaille aujourd'hui dans de bonnes conditions. Actuellement, je suis en train d'utiliser cette plateforme pour recruter 4 autres personnes. En tant qu'une étudiante, lorsque j'ai besoin d'un stage au 2e trimestre, je consulte la plateforme pour voir les entreprises qui proposent des stages en fonction de mon domaine d'études et de ma spécialisation, et il me met directement en relation avec les formateurs. Le directeur général de RTB, l'ingénieur Paul Mukunzi, explique que cette plateforme aidera de nombreux étudiants à trouver un emploi ou un lieu de stage. Un investisseur qui souhaite, par exemple, recruter immédiatement 1000 informaticiens peut accéder à toutes les informations nécessaires sur les diplômés et les étudiants en formation via son téléphone ou son ordinateur. Le système lui indique même leur répartition par district, secteur ou village, ainsi que leurs compétences. Cela fait maintenant 3 mois que cette plateforme reliant les étudiants des écoles techniques et professionnelles aux entreprises privées a été lancée. Le deuxième
vice-président de la Chambre du secteur privé PSF, Aimable Kimenyi, estime que cette initiative facilitera l'accès des employés à une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Nous ne disposions pas auparavant d'un espace centralisé pour accéder aux informations sur les formations de TVET disponibles. Ce système nous permet désormais de connaître les cours existants et de signaler les formations manquantes, comme celles liées au transport ferroviaire ou aux véhicules automatiques. Grâce à cette technologie, les entreprises peuvent identifier les profils dont elles ont besoin, proposer des stages et offrir ensuite des emplois. Les experts en éducation estiment que la technologie constitue un levier essentiel pour développer le tourisme éducatif, en accélérant et en facilitant les prestations de services dans ce secteur. Le vice-recteur de l'Université du Rwanda, Dr Raymond Ndikumana, considère que l'intégration des technologies dans l'enseignement supérieur a apporté une solution durable. Au lieu d'avoir des systèmes fragmentés, nous avons besoin d'une plateforme intégrée. Les systèmes importés sont coûteux et leur support est éloigné. Disposer d'un système local développé et maintenu au Rwanda facilite grandement notre fonctionnement. Au début de l'année 2025, les statistiques de RTB, l'Agence nationale chargée de l'enseignement technique et professionnel des métiers, indiquaient que 43% des apprenants étaient inscrits dans ces filières contre 31% en 2022, avec un objectif de 60% d'ici 2029. Par ailleurs, le nombre des étudiants étrangers poursuivant leurs études au Rwanda a été multiplié par 6 au cours de ces dernières années, passant de 1397 durant l'année académique 2016-2017 à 9109 durant l'année académique 2023-2024. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et puis, le jeune participant des groupes culturels affirme qu'en plus d'apprendre, de comprendre la culture rwandaise, c'est un excellent moyen de développer chez eux le goût du travail, une compétence qui leur sera utile plus tard. Partout dans le pays, le nombre de groupes culturels augmente, permettant aux jeunes de mieux connaître et apprécier la culture rwandaise. Au sein de ces groupes, ils apprennent des danses, des chants et des rituels traditionnels ancrés dans les valeurs nationales. Certains enfants qui fréquentent ce groupe estiment qu'en plus d'enrichir leurs connaissances sur l'histoire et la culture rwandaise, ils peuvent gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens, que ce soit à l'école ou pendant les vacances, ainsi que ne pas avoir à solliciter constamment l'aide financière de leurs parents. Par ailleurs, les parents de ces enfants considèrent que ce groupe culturel aide leurs enfants à mieux comprendre l'histoire du pays et à s'adapter au monde moderne. Le formateur dans l'un des groupes, Okundo Eric, explique qu'il enseigne la culture rwandaise aux enfants et les aide à améliorer leurs résultats scolaires, aussi bien à l'école que pendant les vacances et les fêtes. Le centre culturel demeure un moyen important d'aider les enfants et les jeunes à développer leur talent, à préserver la culture rwandaise et à s'imprégner des valeurs nationales. Et puis, pendant de nombreuses années, certains ont considéré le méthane ou d'autres gaz présents dans le lac Kivu comme un danger. Aujourd'hui, ces gaz, notamment le méthane, sont devenus une opportunité. Ils permettent de produire plus de 50 MW d'électricité. À l'avenir, ces méthanes devraient également servir à la production du gaz des cuissons. Des recherches récentes indiquent par ailleurs que le lac Kivu pourrait contenir du pétrole. Reportage de Jean-Benoît Michel. Le lac Kivu est le troisième lac le plus profond d'Afrique. Il s'est formé il y a des milliers d'années à la suite d'une combinaison d'activités volcaniques, de mouvements géologiques internes et de tremblements de terre. Ce lac au caractère unique contient des zones riches en gaz, principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Longtemps perçus par certains comme une malédiction, ces gaz sont aujourd'hui considérés par d'autres comme une richesse exploitable. Considéré sous l'angle des opportunités, le méthane du lac Kivu permet actuellement de produire plus de 50 MW d'électricité
d'électricité grâce à la centrale Shema Power Lake Kivu, située à Nyamyumba, dans le district de Rubavu. Cette centrale représente un investissement de 300 millions de dollars américains. Sa première phase est composée de 4 machines et l'usine est installée au milieu du lac Kivu, à environ 6 km du rivage, où se trouve l'usine principale. Le Rwanda Broadcasting Agency a visité le site en fait d'éclairer l'opinion sur les réalités liées au gaz du lac Kivu. Bikura amazi avanze na gase mwaho hasi cyane bikavangura. La machine extrait 10 fonds du lac en mélange d'eau et de gaz, sépare l'eau du gaz, puis il renvoie l'eau dans le lac. Ensuite, un compresseur renforce la pression du gaz en fait de l'acheminer jusqu'à la terre ferme sans fuite. Tous les gaz extraits du lac Kivu sont transportés à travers des conduites immergées à environ 20 mètres de profondeur, puis acheminés vers la terre ferme où ils sont traités dans la deuxième phase de l'usine, avant d'être transformés en électricité dans la troisième phase. La direction de Shema Power Lake Kivu affirme que la centrale est équipée d'une technologie fiable capable de prévenir tout risque. Toutes ces installations fonctionnent avec un nombre réduit de personnel, car la plupart des opérations sont automatisées et dotées de systèmes de sécurité. En cas d'incident, le système s'arrête automatiquement en fait de protéger les travailleurs, la centrale elle-même ainsi que le lac pour préserver sa stabilité. La construction de cette centrale a débuté il y a 6 ans. Depuis lors, plus de 1500 personnes ont été employées temporairement lors des travaux et l'usine compte aujourd'hui plus de 110 employés permanents. Les populations riveraines estiment qu'au-delà de l'augmentation de la production électrique, le projet a été un véritable catalyseur de changement. La centrale Shema Power Lake Kivu se dit prête à contribuer davantage à l'augmentation de la capacité énergétique nationale, conformément à la vision du Rwanda visant l'autosuffisance énergétique d'ici 2030. Avec l'objectif de 1000 MW contre environ 400 actuellement, des discussions sont en cours avec le gouvernement rwandais pour augmenter la production injectée dans le réseau national de 28 à 100 MW supplémentaires. La technologie que nous utilisons est déjà maîtrisée et disponible. Il ne s'agit donc pas d'une innovation à attendre. Et l'augmentation de la capacité est tout à fait possible grâce aux discussions en cours entre nous, les investisseurs, et le gouvernement du Rwanda. Selon les données de Rwanda Energy Group, en juillet 2025, près de 85% des ménages rwandais avaient accès à l'électricité. Environ 60% étaient raccordés au réseau national, tandis que 25% utilisaient principalement l'électricité issue de l'énergie solaire. Les résultats récents de la 7e enquête intègre sur les conditions de vie de ménages montrent que 75% des ménages rwandais utilisent encore le bois pour la cuisson, près de 19% utilisent le charbon, tandis que seulement 5,4% recourent au gaz, au biogaz et ou à l'électricité. Présentant le programme quinquennal du gouvernement devant le Parlement, le Premier ministre, le Dr Justin Nsengiyumva, a indiqué que l'une des priorités du gouvernement est l'autosuffisance énergétique en privilégiant des sources propres et renouvelables. Cela contribuera à réduire l'utilisation des énergies issues de la biomasse, telles que le bois, l'herbe et les résidus agricoles. Les recherches sur l'énergie nucléaire se poursuivront, tout comme le développement des énergies propres, notamment le méthane. Situé à 1462 mètres d'altitude, le lac Kivu fait vivre plus de 2 millions de personnes grâce à la pêche, au transport lacustre, au tourisme, à l'énergie et à d'autres activités. Outre la production actuelle d'électricité, est prévu qu'avant 2027, le méthane du lac puisse être utilisé pour produire de gaz de cuisson. D'autres études récentes suggèrent également la présence potentielle du pétrole. Bien que le lac Kivu dispose d'importantes ressources naturelles exploitables, sa localisation dans une zone volcanique active à proximité
de volcans tels que Nyiragongo et Nyamaragira en RDC impose une vigilance permanente et un suivi continu de ces caractéristiques géologiques. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et puis les Africains vivant au Rwanda, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation, saluent l'hospitalité du Rwanda et son ouverture envers d'autres Africains. Selon eux, cette hospitalité leur a permis de se sentir au Rwanda comme chez eux. Le point avec Jean-Damascène Manichimo. Depuis 2023, le Rwanda a ouvert ses frontières à tous les Africains qui peuvent désormais entrer sur le territoire rwandais sans exigence de payer un visa. De nombreux étrangers arrivés au Rwanda sont venus avec leurs activités, principalement commerciales. Toutefois, le cas des ressortissants du Soudan, touchés par une guerre qui ravage leur pays depuis longtemps, est assez particulier. Ils ont transféré dans le pays l'université spécialisée en médecine et technologie. Par la suite, cette université a accueilli d'autres étrangers ainsi que des Rwandais et compte aujourd'hui des étudiants originaires de 12 pays différents. Les étudiants de cette université affirment que le Rwanda est devenu pour eux un second foyer. Ils vivent librement et considèrent les Rwandais comme les frères et sœurs au point de commencer à partager la culture rwandaise. Ces étudiants disposent de moments d'échange culturels durant lesquels ils partagent les traditions de leur pays d'origine. Les étudiants rwandais de cette université soulignent que ces moments sont une bonne occasion de faire connaître à leurs camarades la culture de l'histoire du Rwanda, tout en découvrant celle des autres pays. Le vice-recteur de cette université remercie le Rwanda pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et pour l'importance accordée à l'éducation de l'enfant africain. Ces Africains vivant au Rwanda saluent la politique rwandaise d'ouverture aux autres Africains qui, selon eux, sert d'exemple de coopération et de relations internationales que d'autres pays africains devraient imiter. Les pays avaient des excuses que pour des raisons d'insécurité, on ouvre les frontières, n'importe qui peut venir, et ils peuvent peut-être devenir une menace pour le pays. Mais malheureusement ou heureusement, ce qu'on constate, le fait que le Rwanda, depuis quand même quelques années, a réussi à demander que les gens n'ont même pas besoin de postuler ni de payer pour entrer dans le pays, est-ce que ça a rendu le Rwanda plus insécurisé que les autres pays que nous voyons? Donc c'est cela d'ailleurs qui est l'équation primaire. Et ceux qui se ferment le plus, je dirais, sur l'index, si vous lisez l'index jusqu'au bout, le Rwanda et la Gambie sont aujourd'hui les premiers pays. Et les derniers, si je vais le dire aussi, c'est le Soudan, qui est le dernier sur la liste. Et le Soudan aujourd'hui, est-ce que c'est un pays en sécurité par rapport au Rwanda? Parce qu'ils se sont fermés, ils n'ont pas permis aux gens de se déplacer. Donc je crois que la question est ailleurs. Ce que nous, peuple africain épris de paix, nous voudrions, c'est qu'il y ait ouverture, que les gens puissent se déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Et ça, c'est un défi que nous avons à relever. Les pays qui essaient de le faire, et y compris aujourd'hui le Bénin, le Ghana et d'autres pays sur la liste, quand vous voyez le positionnement, je crois que nous devons les encourager et trouver un mécanisme pour rendre ça durable, au lieu de prendre des prétextes pour empêcher les gens de se déplacer. Et surtout que ces terroristes, ils ne prennent pas par les aéroports, ils ne prennent pas par les frontières. Quand un terroriste veut venir chez toi, il va présenter une carte d'identité ou un passeport pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc je crois qu'il faudrait qu'on élève le débat, parce que les pays qui nous ont colonisés, comme les pays européens, aujourd'hui, quand vous allez en Europe, même si vous avez le visa Schengen pour rentrer dans un pays, vous pouvez parcourir les autres pays. La libre circulation des personnes et des biens, la facilitation des coûts de transport à l'intérieur des pays et les infrastructures pour lier les pays sont aujourd'hui des défis qui restent encore à relever, et de faire aussi en sorte qu'il y ait ces trains à grande vitesse que nous avons en Europe. Les vols doivent être moins chers parce qu'aujourd'hui c'est presque impossible, même si le pays ouvre le visa et que vous n'avez pas besoin de visa, ça devient encore compliqué quand vous devez payer un billet d'avion qui coûte 3 fois plus cher peut-être que ce que vous allez payer pour aller en dehors du continent. Donc je crois que c'est des préoccupations que nous,
continuons de plaider pour ça, pour que ceux qui en ont la capacité de jouer un rôle, que ce soit les gouvernements, la société civile ou les entreprises, qu'on fasse quelque chose pour que cette Afrique sorte de son état de précarité, parce que quand on est isolé, forcément, le résultat, c'est ce que nous avons. La pauvreté continue, le continent avec des crises, des combats, parce que les gens se limitent à des petits espaces et ils pensent que ce n'est que ce qui compte. Donc, quand ils sont plus exposés, ils vont voir le monde dans un sens un peu plus large. Et puis, peut-être que ces crises vont peut-être trouver solution dans cette ouverture et dans la résolution de ces problèmes que le rapport est en train d'indiquer. L'Université de médecine et de technologie compte plus de 700 étudiants issus de 12 pays, dont le Rwanda, qui est représenté par 21 étudiants. Depuis que le Rwanda a ouvert ses portes aux étrangers, beaucoup sont venus s'y installer et y travailler. Le cas du Soudan reste toutefois unique. Après le déclenchement de la guerre au Soudan, cette université s'est installée à Kigali, suivie par 2 équipes de football soudanaises, Al Hilal et Al Merrek, venues participer au championnat national du Rwanda. L'Académie nationale de la culture se félicite de l'augmentation du nombre de personnes qui fréquentent la Bibliothèque nationale, qui a atteint 528 au cours de l'année 2024-2025. La dite Académie affirme vouloir continuer à utiliser afin de rapprocher les livres de Rwandais de manière plus accessible. Jean Damascène Manchim. Une étude menée par l'Académie nationale de la culture dans le cadre de l'évaluation des patrimoines culturels rwandais en 2025 a révélé que dans plusieurs régions du pays, certains citoyens n'ont pas accès aux livres ou les obtiennent difficilement. À la bibliothèque publique de Huye, au sud du Rwanda, les usagers indiquent que de nombreux ouvrages disponibles sont rédigés en langues étrangères. Même à la Bibliothèque nationale numérique située à Kakiru dans la ville de Kigali, le nombre de visiteurs reste encore faible. L'un des visiteurs, Munyaburanga Basengo, souligne toutefois que cette bibliothèque regorge de nombreux ouvrages contenant des connaissances variées. Je sais qu'il y a une grande richesse et que les gens ne viennent pas exploiter. Et c'est vraiment dommage pour moi, parce que je sais que les livres ont une grande importance dans la formation de l'homme, dans tous les domaines. Et la Bibliothèque nationale est une, comment dirais-je, accumulation de connaissances à travers les livres. Et c'est une grande richesse, c'est un héritage pour le pays. Et comme je l'ai vu, il y a d'anciens livres écrits par des auteurs rwandais et d'autres, les missionnaires entre autres, parce que ce sont ceux-là qui nous ont appris à écrire, qui ont fait beaucoup de recherches et qui ont inspiré même nos premiers écrivains comme Monseigneur Alexis Kagame, Monseigneur Bigirumwami, Naïgiziki et d'autres. Alors, dans cette bibliothèque nationale, il y a tout ça. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas suffisamment exploité, comme je le disais. J'ai été impressionné par le travail réalisé ici, dans le domaine de la conservation et de l'archivage des livres au Rwanda. C'est très propre, très bien fait, et je pense que l'État y consacre beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour justement conserver ce produit littéraire et linguistique. Voyez-vous, nous les Rwandais, nous n'avons pas l'habitude de la lecture. Nous avons dans notre culture, c'est la culture du verbe. Mais malgré la longue période d'apprentissage, de contact avec l'Occident, nous n'avons pas vraiment très bien évolué. Alors, je pense qu'il faudrait que l'État pense à cela pour que ce que nous voyons ici ne soit pas une perte. Et pour cela, il faut beaucoup de stratégies, et à la fois disons, au niveau du gouvernement, mais aussi et surtout au niveau de l'enseignement de la jeunesse. Parce que la façon dont l'enseignement est donné ne favorise pas beaucoup, parce que moi, ça fait depuis 50 ans que je donne cours, et c'est dommage, j'ai des enfants, quand je vois comment ils sont maintenant, et même les autres, les intellectuels, les élites du pays, ils n'exploitent pas beaucoup les livres et pour l'amélioration, l'épanouissement intellectuel.
Et l'État devrait y consacrer beaucoup d'efforts, mais surtout dans le domaine de l'enseignement. Et essayer de réorienter la méthodologie actuelle pour que l'intellectuel rwandais puisse être compétitif sur le plan international. Le recensement effectué par l'Académie nationale de la culture indique que la Bibliothèque nationale numérique compte actuellement 16 330 livres. L'ouvrage le plus ancien est Inganji Kalinga de Monseigneur Alexis Kagame, publié en 1943, tandis que le plus récent est Foseken Faesek de Mireille Kadera, publié en novembre de cette année. Un autre patrimoine conservé au sein de la Bibliothèque nationale numérique est constitué de journaux anciens, notamment le Kinyamateka, publié en 1951. Elle conserve également 3421 copies du journal officiel de la République du Rwanda depuis les éditions 1964. Le directeur de l'Académie nationale de la culture, l'ambassadeur Robert Masozera, assure que l'institution poursuivra ses efforts pour rendre ces documents accessibles aux Rwandais en s'appuyant sur des technologies numériques et d'autres méthodes innovantes. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe technique dirigée par Janvier Karangwa Murenzi, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.